Vous arrivez dans la salle d'attente de votre dentiste. La secrétaire vous dit « Bonjour. Ah, désolé, il y a un peu d'attente. Vous m'avez donné votre carte vitale? Allez vous asseoir. On vous appellera. » Vous arrivez dans la salle d'attente de votre dentiste. La secrétaire vous dit « Bonjour, il y a un peu d'attente. Vous m'avez donné votre carte vitale? Allez vous asseoir, on vous appellera. » Dans la première scène, le contexte est agréable, chaleureux. Vous vous sentez un peu unique, avec une approche personnalisée. Vous sentez que vous comptez pour au moins la secrétaire et peut-être le thérapeute qui est derrière. Puis en plus, peut-être vous avez la chance de voir sur sa salle d'attente ses diplômes brillants sur le mur. Puis vous êtes peut-être attendu longtemps pour avoir ce rendez-vous. Vous n'avez pas envie d'être déçu. Puis en plus, il porte une blouse blanche. Bon, tout ça, ça joue. Dans la seconde, tout est désagréable, un peu angoissant. Et la crainte de souffrir risque de vous faire souffrir autant que le soin lui-même. On a vu précédemment que de manière non consciente, votre cerveau peut vous jouer des tours, en créant des perceptions faussées ou inexistantes, en vous convainquant de choses fausses et en vous faisant persister dans des choix. Mais il peut également fabriquer pour vous une pharmacopée interne. Ambiance sympa, prise en charge douce, gentille, diplôme, blouse blanche, air sûr de soi. C'est donc bien d'effets placebo et d'effets nocebo dont je veux vous parler, deux aspects peu connus et encore mal cernés de nos thérapies modernes. Votre cerveau, 2e saison, déjouer les manipulations avec Richard Monvoisin. 5e épisode, placebo, la tromperie qui soigne. Quand on veut faire savant, on parle plutôt d'effets contextuels, c'est le terme exact, c'est-à-dire liés au contexte. Quels sont les éléments du contexte de soins qui, par leur action symbolique sur le cerveau, vont avoir un résultat thérapeutique réel, positif comme négatif, sur votre santé? Le premier penseur connu de l'effet positif, qu'on appelle maintenant l'effet placebo, c'était un savant syrien du 9e siècle qui s'appelait Kousta Ibn Luka. Il faudra attendre la Renaissance pour que des médecins se servent sciemment de cela dans leur arsenal thérapeutique, souvent en mentant aux patients d'ailleurs. On appelait ça parfois la fraude pieuse. Mais surtout, il faudra patienter jusqu'au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, pour qu'on cherche à comprendre ce qui se passe exactement dans nos crânes. En gros, nous savons désormais que de simples stimulations symboliques, une blouse blanche, un prix élevé, la couleur d'une pilule, des diplômes au mur, de la gentillesse, de la personnalisation du soin, vont amener votre cerveau à sécréter toute une pharmacie de substances, opioïdes endogènes, endocannabinoïdes, etc. Il faut bien comprendre que ces substances, contrairement à ce qu'on croit souvent, ne vont pas vous aider directement à guérir d'une maladie spécifique, mais elles vont vous aider à mieux vivre les symptômes, en particulier la douleur. Et ça a un effet thérapeutique intéressant à long terme. Non seulement des placebos inertes vont alors avoir un réel intérêt, mais on découvre ces dernières années que cacher l'information aux gens n'est pas si nécessaire. Leur mentir, c'est peut-être pas nécessaire. Car même dire à quelqu'un qui prend un placebo de traitement a des effets réels. Dans mon équipe, emmenée par mon collègue Nicolas Pinceau, on s'est rendu compte qu'en éduquant les gens au placebo, le fait d'être honnête avec eux sur le fait de leur donner un placebo n'est pas inférieur à celui de leur mentir. On pense actuellement que l'explication de ces effets contextuels sont un savant mélange de deux théories, la théorie des attentes et celle du conditionnement dit opérant. Toutes deux datent du milieu du XXe siècle. Les effets placebo sont produits en partie par les effets autoréalisateurs des attentes de réponse, dans lesquelles la croyance qu'on a reçu un traitement actif peut produire les changements subjectifs censés être produits par le traitement réel. Et s'ajoute à ça ce qu'on appelle le conditionnement, dans lequel un placebo et un stimulus réel sont utilisés simultanément jusqu'à ce que le placebo soit associé à l'effet du stimulus réel. C'est proprement fantastique. Les effets placebo sont produits en partie par les effets autoréalisateurs des attentes de réponse, dans lesquels la croyance qu'on a reçu un traitement actif peut produire des changements subjectifs censés être produits par le traitement réel. Et s'ajoute le conditionnement, dans lequel un placebo et son stimulus réel sont utilisés simultanément jusqu'à ce que le placebo soit associé à l'effet du stimulus réel. Fantastique, non? On découvre également, ça c'est la face sombre de l'histoire malheureusement, que votre cerveau est également très sensible, voire plus encore, aux stimulations négatives. Genre un suppositoire vert, un truc que personne ne veut, un soin non souhaité, un nom de maladie redouté, une couleur repoussante. Tout ça, ça a des effets très négatifs et entraîne des marqueurs de santé importants vers le bas. Il est même arrivé qu'une personne suicidaire gobe toute sa boîte de médicaments et qu'elle arrive aux urgences dans un état complètement critique
Et le médecin qui bosse sur lui se rend compte qu'il était inclus dans un protocole expérimental et il était dans le bras placebo, c'est-à-dire qu'il avait que des boîtes de placebo. Le gars s'est suicidé, il est quasiment mort de prendre sa boîte de placebo. Et le lui dire l'a ramené à la vie, c'est la bonne nouvelle. Ce phénomène d'ailleurs avait déjà été décrit depuis longtemps chez les anthropologues sous le nom de voodoo death, la mort vaudou. C'est-à-dire que des gens qui se croient envoûtés ou condamnés peuvent mourir de se savoir envoûtés ou condamnés. C'est dingue. Il y a un certain nombre d'expériences faciles que l'on peut faire pour toucher du doigt entre amis les effets placebo-nocebo. Placebo, ça veut dire je plairais, nocebo, ça veut dire je nuirais. Coller une étiquette de bon vin sur un vin à tout pourri lui assurera une bonne évaluation chez les non-spécialistes, qui sont souvent ce qu'on appelle des buveurs d'étiquettes. Annoncer faussement que les yaourts que vos amis viennent de manger étaient en fait périmés depuis... Ah mince, ils étaient périmés depuis 15 jours. Là, c'est des maux de ventre quasi assurés. J'ai fait une expérience avec mes étudiants avec les célèbres bonbons Bertie Crochu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est les bonbons dans Harry Potter. On peut les acheter dans le commerce. Ils ont des goûts crotte de nez, pieds, etc. Des trucs vraiment gerbeux. Si les gens savent le goût attendu, ils trouvent ça absolument repoussant. Mais s'ils ne savent pas le goût associé, ils l'évaluent comme vaguement passable. Ah, un paquet de dragées surprises de Bertie Crochu. Quand j'étais jeune, un jour, j'ai eu la malchance d'en choisir une au goût de poubelle. Moi qui en raffolais, depuis, j'ai peur d'en manger. Mais je crois que je ne risque rien avec un caramel. Pas de chance. Crotte de nez. Ça en dit long sur nous. Nous préférons un prof de flamenco espagnol que suédois, et on prêtera à un prof de yoga de meilleurs résultats s'il est gentil, et surtout, s'il a l'air asiatique. On est vraiment bien peu de choses. Alors devons-nous laisser les médecins jouer avec les effets contextuels pour nous mettre dans de meilleures dispositions ? Ça pose un paquet de problèmes éthiques. Est-ce qu'il faut accepter qu'on nous mente, même un peu, pour nous soigner ? Faut-il nous cacher les effets indésirables d'un traitement, sachant que le fait de les lire, ça va multiplier les chances qu'on les ressente ? Si oui, vous serez plus complètement informé. Et sinon, vous pouvez souffrir plus et ressentir les effets secondaires qui sont marqués sur les notices. Sachant que nous générons des effets contextuels d'autant plus que notre thérapeute a l'air confiant et sûr de lui, faut-il que le thérapeute surjoue la confiance et surjoue l'autorité, même quand il doute, et donc au final, qu'il nous floue un peu, qu'il nous mente un peu? Faut-il accepter des thérapies illusoires, comme certaines médecines alternatives, dans la panoplie de soins, comme des maximalisateurs d'effets placebo? En clair, êtes-vous prêt à accepter une part de mensonge et renoncer à l'information complète pour votre propre bien? Pour ma part, franchement, je ne sais pas. Mais comme nous le verrons au prochain épisode, de toute façon, vous et moi, on a de fortes chances de raisonner à rebours pour justifier artificiellement notre point de vue.